Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Je vous laisse arriver tel que vous êtes, en vous précipitant, en vous installant. Aujourd'hui, je m'installe avec vous et je ne vais pas m'installer seule, je vais m'installer avec une femme, Estelle, parce que j'ai vu, je travaille à ses côtés et je suis moi celle qui supervise les accompagnants des corps. Je suis celle qui accompagne les gens, qui accompagne l'autre. Mais pas seulement avec un corps, parce que travailler avec un corps, c'est travailler avec l'ensemble des corps. Et ça nous demande de goûter aussi dans notre chair ce que ça nous fait vivre. Et on a toujours ces moments de contraction et d'expansion. Et puis, il y a très souvent chez l'accompagnant des corps une surresponsabilisation, une suranalysation, et que finalement, quand on a un espace à soi pour pouvoir se déposer, cela nous permet de traverser et de créer en fait l'espace juste pour notre client et pour soi. Et Estelle était dans mon champ de vision. Et vous savez peut-être, enfin vous faites peut-être comme moi, mais il n'y a aucun hasard. Il n'y a que des rencontres. Et puis je suis tombée par hasard. Bonjour Estelle. Je suis tombée par hasard sur l'un de ses posts. Et je n'ai pas longuement tardé. Moi, en fait, je suis mon instinct sauvage. Et j'y vais direct. Je dis Estelle, j'aimerais parler de cela en live. C'est très inspirant et surtout parce que je lui disais tu parles du désert pour une fille de la Bretagne. Comment ça le désert? Et ça m'a beaucoup intriguée et mon corps a été appelé et elle a dit oui, elle est là. Hello baby. Je te laisse me... Alors attends. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'archétypes. Moi, j'ai commencé à travailler quand j'étais sur les réseaux, à travailler avec les archétypes des femmes. Tac. Et appuyer. Et appuyer sur les boutons comme on peut travailler ensemble. Et j'aime beaucoup les archétypes parce que en fait, c'est engrammé dans notre corps. Et quand on a cherché le titre, eh bien, quand elle m'a dit femme nomade, j'ai fait all right, I want this. Accepter. Mais je te jure, Estelle, je clique. Je te promets que je clique. Je te jure. Je te promets. Comme ça laisse les gens installer. Alors, pour vous, est-ce que vous êtes plutôt nomade ou pas nomade? Vous êtes plutôt sédentaire, nomade? Qu'est-ce que ça signifie pour vous aussi? On l'a bien appris en cours, ça, hein, être nomade. Quand je recommence à Estelle, j'accepte, je lance un direct avec Estelle. Estelle, t'es au milieu du désert, c'est pour ça, tu m'as caché ça. Ah, tu m'as caché. Ça doit vous faire rire de l'autre côté. Aurélie, elle clique, elle tient son live comme elle peut, mais ça vous est déjà arrivé. Vous commencez quelque chose, mais vous devez régler un truc à côté. Oui, attends, j'arrive. Voilà. Je ne suis Bonjour pas au milieu Estelle, du désert, mais je suis au milieu de la campagne, oui, quand même. comment vas-tu? Super, merci beaucoup d'avoir initié ce temps ensemble. Oui, j'avais vraiment envie parce que moi, je suis proche de la nature, comme je te disais, enfin proche, ça veut tout dire et rien dire, hein, mais c'est sûr que quand moi j'ai été mutée en région parisienne, je cherchais l'horizon partout. Et je me suis dit, ah, bah, finalement, mon truc, c'est la nature. Et que c'est dans le mouvement, là, je suis dans une expérience excellente. Et en fait, je leur dis, mais arrêtez les écrans, puis allez bouger, allez me sentir ce qui se vit dans le corps. Parce que le corps est tellement rempli que ça nous empêche, en fait, de vivre ce qu'il en est. Et puis, toi et moi, on a un truc en commun, plein de choses, je suis sûre que je vais encore découvrir des choses, mais qu'est-ce qui est vivant pour toi dans ton voyage? Parce que je trouve que c'est le mot qui te va vraiment bien, cette femme qui voyage à travers les corps et qui nous amène dans notre voyage intérieur. Qu'est-ce qui fait que toi et moi, aujourd'hui, on se rencontre? Alors, je pense que avant ce voyage, la première chose qui fait qu'on se rencontre, c'est notre expérience parisienne de prof. Et que moi, j'ai connecté la nature, parce que je viens d'Auvergne, donc vraiment une terre de nature. Et je me suis rendu compte de mon lien à la nature en arrivant à Argenteuil. Euh, J'avais pas mesuré l'importance de la nature, des cycles, des saisons, jusqu'à ce qu'elle me soit invisible en fait. Et c'est à ce moment-là où j'ai connecté avec le besoin de nature, le besoin de marcher, alors que je détestais marcher. Mes parents, c'était vraiment la croix et la bannière pour aller marcher. Vraiment, j'ai marché pour la première fois avec mes amis dans les Pyrénées en 2012.
Je suis née en 88, donc du coup, j'ai attendu 20 et quelques années avant de marcher et de capter l'importance des grands horizons. Et du coup, je pense qu'il y a ça qui nous relie, ce lien à la nature qu'on a reconnecté, en tout cas connecté et apporté dans des espaces hyper citadins. Yes. La deuxième chose qui peut vraiment nous rapprocher aussi, je pense que c'est cette notion de corps. Toi, tu étais prof de français, de lettres classiques, et de grec et de latin, si je me souviens bien. Et moi, quand j'étais petite, je voulais devenir archéologue, et je me suis rendu compte que j'adorais, en fait, aujourd'hui, je suis pas archéologue, mais j'adore plonger dans l'histoire des corps, dans l'histoire intérieure, dans l'histoire des générations. Et qu'avant ça, en fait, je suis devenue prof de PS et que du coup, le corps, c'est un fil rouge de ma vie. Et aujourd'hui, eh bien, j'allie à la fois l'exploration du corps, du mouvement, l'émancipation. J'adorais voir mes élèves. Et là, je pense à une collègue qui avait amené la danse en EPS. Et c'est la première fois que je rencontrais la danse avec mes élèves. Et c'est la première fois où j'ai dû accepter mes mouvements qui n'étaient pas du tout académiques. Et que du coup, j'ai adoré voir mes élèves qui étaient tout recroquevillés et qu'à la fin, ce redressement. Et c'est ce chemin-là, dans la femme nomade, dans la femme marcheuse, dans la femme pèlerine, dans la femme sauvage, eh bien, c'est la notion de redressement, la femme redressée. Et en fait, là, il y a mon prochain livre qui va paraître au mois de juin. Il y a vraiment cette idée de la marche, elle est un mouvement d'évolution, passer du quatre pattes à se redresser pour saisir le monde. Et symboliquement, donc l'enfant fait ce mouvement-là. Nos ancêtres les plus anciens, qui sont les les homo sapiens, et même avant, j'ai adoré dans l'écriture repenser ces mots de homo habilis, l'homme habile, l'homo ergaster, l'homme artisan, l'homo erectus, l'homme redressé, et l'homme sapiens, l'homme qui sait. Et en fait, nous avons tous des gènes de ces ancêtres-là. Et du coup, est inscrit en nous le mouvement naturel de se redresser, de marcher, d'aller vers d'aller vers la vie, en fait, parce que nos ancêtres, ils se sont déplacés, ils ont migré de l'Afrique à l'autre continent pour pouvoir survivre. Et du coup, nous, symboliquement, aujourd'hui, en tout cas dans notre société moderne, il n'y a plus cette survie-là. Et du coup, le mouvement de marche, eh bien, c'est aller vers la vie, aller vers ce qui est bon pour nous. C'est un moyen d'être en mouvement, et j'aime beaucoup cette idée que la marche, c'est un équilibre en mouvement, c'est un enchaînement de déséquilibres qui amène l'équilibre. Et donc, c'est oser à chaque pas se laisser aller vers l'avant, en confiance qu'il y aura le pas suivant. Et c'est exactement la même chose dans la vie. Je lance un mouvement vers l'inconnu, en confiance de mes ressources. Je peux prendre appui sur mes piliers à l'intérieur, solides, et en même temps en confiance de là où je vais être réceptionnée, la terre, la vie. Et du coup, il y a vraiment un mouvement de confiance aussi. Et du coup, symboliquement, autant l'enfant, il va faire ce mouvement naturel de marche. Ok, je vais pas rester toute ma vie à quatre pattes. Non, il y a trop de choses à explorer. Donc, tac, tac, il met à la bouche, il prend appui. Et à un moment donné, il se lance. Et il est tombé. Et dans mon fort intérieur, il y a l'idée que toutes les ressources de confiance, de courage, de persévérance, de ténacité, eh bien, on les a déjà vécues. On les a déjà en germe à l'intérieur de nous. Et que du coup, le mouvement de marche à l'âge adulte, eh bien, c'est aussi une manière de se reconnecter à ça. C'est sortir du je manque de confiance, c'est déjà là. Et en fait, le mouvement de marche, et encore plus dans l'itinérance et le trek, et on y viendra, eh bien, encore plus, je vais non pas chercher ce qui me manque, mais je vais prendre appui à la fois sur l'extérieur, la nature, qui est pour moi le plus grand maître spirituel, à la fois sur l'aventure et l'inconnu, et en soi. Et que tout ça, c'est en germe. Et que du coup, à l'âge adulte, c'est un peu marcher vers la vie, c'est aussi marcher vers soi et tout ce qu'on a pu engrammer. Certains enfants n'ont pas eu, par exemple, l'environnement favorable. Et
Et le chemin, c'est aussi bien de passer à ce manque, à l'absence de soutien favorable dans ce développement du redressement, qui est aussi le prémisse du redressement émotionnel. Hein. Et du coup, leur chemin, c'est aussi de passer de piliers extérieurs absents ou défaillants à intérioriser, donc se reparentaliser, intérioriser ces piliers pour pouvoir faire le chemin depuis qui ils sont et créer leur propre modèle. Et la marche, eh bien, elle est tellement accessible qu'elle permet aussi, parce qu'elle est un trek. Trek, souvent, ce mot, il fait peur. Hein. Et nombre de personnes me disent, ah, mais trek, moi, je suis pas capable de faire ce que tu fais. Sauf que le trek, c'est possible que ce soit sur mesure. On peut très bien faire une itinérance avec du dénivelé, une itinérance à plat, des petites journées, des grandes journées, du bivouac, des nuits en refuge. En fait, c'est une médecine qui est accessible à tous et à tous les âges. Et je pense que je me souviendrai toujours, lors de mon GR20, avoir croisé deux meilleurs amis de 80 ans qui faisaient leur jubilé. Et je vais de l'émotion en te le disant parce que je les visualise, je sais exactement où j'étais. C'était, il manque juste le nom du refuge et je les vois grimper vers cette brèche et nous raconter que c'était leur jubilé à 80 ans et que c'est le GR20. Alors peut-être qu'ils ont de l'expérience, certainement. Et en même temps, ils le faisaient à leur rythme. Et du coup, le trek, c'est sur mesure. Je me suis un peu perdue et je reviens juste à cette notion d'intériorisation des piliers. On a tout en soi, parfois on manque, et en même temps, le chemin, c'est effectivement de traverser le manque pour devenir son propre modèle. Et du coup, la notion de redressement, pour moi, elle est incroyable au niveau symbolique pour les adultes. Tout ce qui est toutes les mémoires de stress, vécues ou héritées, dans cette vie ou dans les autres vies selon les croyances de chacun. Tous les traumas qu'on a pu vivre, tous ces filtres de conditionnement, de croyances qu'on a pu intégrer, et c'est normal, c'est l'humanité. Eh bien, à des moments, elles peuvent mettre à genoux. Toutes ces choses peuvent mettre à genoux. Et c'est intéressant parce que hier j'évoquais avec ma mère la notion de pèlerin qui faisait les chemins de croix à genoux. C'est une manière effectivement de cheminer dans la souffrance physique, vraiment. Moi j'ai pas choisi j'ai jamais fait de chemin à genoux. Par contre, je suis passée de la femme à genoux à la femme redressée. Et ça c'est arrivé après mon premier trek dans le désert et une retraite avec beaucoup de danse, de constellation des possibles, de constellation systémique, de breathwork, où vraiment j'ai choisi. En fait, j'ai choisi de laisser aller certains traumas pour pouvoir me redresser. Et du coup, la marche dans cet homme redressé, l'homo erectus, il y a à la fois l'enfant qui saisit le monde dans son évolution naturelle, mais il y a aussi l'adulte qui peut retrouver sa capacité, sa puissance en fait, son autonomie, sa souveraineté, sa posture. Et moi, je travaille beaucoup, donc après avoir été prof de PS, je me suis formée longtemps. Je fais toujours des longues formations pour intégrer. Moi, je suis pas du tout fan du en un week-end je deviens ça. Non, je fais des sessions qui sont longues avec des longs temps d'intégration parce que ça me permet moi de cheminer et donc d'accompagner depuis la posture juste. Et du coup, dans mon métier de thérapeute manuel, j'accompagne les corps et les émotions. J'accompagne à retrouver l'aisance du corps et l'élan du cœur. J'accompagne à relâcher la posture physique, les tensions dans la posture physique, mais aussi à choisir la posture d'être. Qu'est-ce que je montre au monde? Comment je me positionne dans le monde? Et c'est intéressant quand, par exemple, on travaille sur des abus de pouvoir ou sur des limites non respectées. J'ai des femmes qui me disent, je pose mes limites, mais je ne suis pas entendue. Et en fait, c'est un petit peu comme si ça faisait, j'exprime mes limites,
mon non conscient ou mon oui conscient et ça fait pouf, ça se dissout dans énergétiquement en fait et l'autre va capter une bribe de tout ça. Et en fait, le travail qu'on fait dans cette posture d'être, eh bien, ça amène à pouvoir aligner l'intérieur et ce que j'incarne à l'extérieur, d'aligner les aspirations à sa réalité. Et ça change tout parce que du coup, ça permet d'embrasser le monde dans une forme de sécurité intérieure. Et dans mon cheminement, il y a eu l'idée de passer du château fort avec ses douves, ses remparts, sa guerrière, mais pas pacifique du tout, qui est pas non plus dans la lutte, qui est dans la lutte interne, qui contient énormément. Et du coup, voilà, j'ai d'abord été avant la femme nomade, j'étais aussi allée voir la femme guerrière pour passer à la guerrière pacifique qui suit sa route, qui trace sa route depuis un espace apaisé. Et là, j'ai envie de te partager une expo que j'avais fait de Niki Saint-Phal au musée d'art contemporain de Nice. Et en fait, il y avait toute l'évolution de l'art des œuvres de cette femme, où elle a commencé en exposant des œuvres, des cibles, où pour l'ouverture, elle tirait à la carabine. Et donc là, c'était vraiment l'idée de par rapport à l'homme, c'était l'idée d'impacter l'homme. Et au fur et à mesure, elle exprime qu'elle a traversé toute sa colère et toute sa haine, et elle est arrivée jusqu'à créer ses œuvres les plus récentes, c'était les grosses femmes. Et que du coup, elle n'agit plus du tout depuis la même posture. Elle agit d'abord, et c'est très bien, c'est son chemin, elle agit depuis l'espace puissamment en colère, destructeur, d'extrogir vraiment, qui vient même pas réparer à l'intérieur de soi, si c'est nourri, jusqu'à le néant qui devient l'évogir, qui devient constructeur. Et du coup, l'art qui devient porteur d'un message bon pour l'humanité, enfin, bon pour l'humanité, juste pour l'humanité. Aurélie, dis-moi pourquoi je suis arrivée sur l'art. Parce que c'était ton passage de la femme guerrière à la femme nomade. Et que du coup, merci beaucoup, dans ce passage-là, je me rends compte que, eh bien, depuis une dizaine d'années, et notamment depuis 2020-2021, et ça s'est intensifié ces dernières années, parce que j'ai vraiment investi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour ça. Eh bien, il y a eu le passage vers celle qui trace son chemin pour œuvrer dans le monde. Et c'est là où, et ça date pas très, il y a un an, hein, où je suis vraiment sortie du château fort. Et je me suis vraiment vue passer le pont-levis, regarder cette identité de guerrière qui a besoin de se sécuriser par tout un château, par des manières d'être, plein de stratégies d'évitement. Qui sont au-delà de pas être complètement authentique à l'extérieur, qui étaient néfastes pour moi avant tout, et qui m'empêchaient d'interagir de façon fluide avec le monde. Et ben, j'ai passé ce pont-levis, et là, c'est ouvert à moi cette notion de grands horizons, et que mes limites, en fait, elles n'ont pas de murs, elles n'ont pas de fenêtres, elles sont à l'intérieur de moi, et que je n'ai plus besoin de me protéger de l'extérieur. Parce que je les ai vraiment ressentis. C'est-à-dire que mon oui, aujourd'hui, est un oui, mon non est un non. Et du coup, cette notion de sécurité intérieure, elle est pour moi fondamentale. Et le fait de plonger dans la nature et ces grands espaces en montagne ou dans le désert, c'est aussi venir construire que l'on est chez soi partout à partir du moment où on est à l'intérieur de soi et avec soi, et bien consciente de quelles sont nos limites, nos besoins, nos valeurs. Et du coup, ça permet d'être dans l'interaction avec le monde, d'être relié au monde sans s'oublier. Et pour moi, ça, c'est le fondement de la femme sauvage. C'est-à-dire, je sais être seule et je sais être en lien. Je sais laisser mourir et laisser naître. Tu parlais d'archétypes au tout début.
Et c'est le savant mélange entre la polarité masculine et la polarité féminine. Et euh, l'aventure est exactement cette alliance masculin-féminin. Et dans le désert, dans des espaces en trek, dans le désert, il y a dans des espaces qu'on ne peut pas maîtriser, parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas maîtriser en trek, c'est la météo. Euh, surtout quand on n'a pas de réseau, quand on peut pas, on n'a plus les moyens de contrôle modernes, eh bien, c'est être vraiment pleinement incarné le masculin et le féminin. Je reste en lien avec moi et en même temps, je passe à l'action. Et, et c'est ce que j'ai appris. Et la femme nomade, vraiment. Alors moi, j'habite dans une maison. Je suis pas du tout digital nomade. J'ai un cabinet bien ancré dans une ville. Par contre, là où je me sens nomade, c'est que je me sens marcheuse de vie. Je me sens nomade parce que je me sens, tu vois, c'est le titre de mon premier livre, Là où sont mes pieds, je suis à ma place. Je me sens à ma place partout où je vais. Et ça a pas été, et ça a été remis en question encore l'année dernière quand j'ai emménagé chez mon compagnon avec ses 4 enfants et que du coup, je passais d'un appartement seul à la cohabitation et que du coup, il y a un moment de où est ma pièce à moi. Et donc, il y a eu tout le travail, en fait, c'est qu'il n'y a pas question d'une pièce à moi, c'est comment je ne me faxe pas dans les conditions extérieures, mais que j'exprime aussi quels sont mes besoins, euh, quels sont les besoins de l'autre et comment on co-crée ensemble. Et du coup, c'est vraiment ramener tout ce que je peux vivre en trek dans mon quotidien. Et souvent, j'aime dire que le trek déploie mes ailes, mais que c'est dans le quotidien que j'apprends à voler. C'est dans le quotidien, c'est le trek où je déploie mes possibles et c'est dans le quotidien que je les manifeste. Et que du coup, tous les voyages, les treks, les voyages intérieurs que je propose, eh bien, ce ne sont pas seulement des bulles pour se ressourcer, ce sont vraiment des voyages de l'aventurier dans lesquels je propose et j'accompagne à traverser, à plonger au cœur de soi, tout en intégrant et en ramenant ça dans le quotidien. Et c'est là où, pour moi, il y a une grande importance dans la longueur des retraites et la longueur du temps de marche. C'est que du coup, ça permet de vraiment descendre. Parce que le voyage de l'aventurier, pour le résumer, c'est Joseph Campbell qui a développé le voyage du héros à partir des grands mythes. Et il y a l'idée de sortir du monde ordinaire, de son confort, de ce que l'on connaît, plonger dans le monde extraordinaire. Alors, c'est de mon côté ou c'est du côté d'Estelle? Mystère. Ça, c'est le voyage du héros. C'est quand il y a une pause de pub. Vous la connaissez, ce voyage du héros. C'est quand on est monté, on est rentré dans l'extraordinaire. Alors, est-ce que c'est moi? Pour certains, est-ce que vous avez des commentaires? Comme ça, moi, je saurais si c'est moi ou pas. Mystère, je vais. Elle va revenir. Donc, moi, j'avais une question. J'ai hâte qu'elle revienne. J'ai une question sur le désert. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Comme ça. Attendez, est-ce que je la retrouve? Non, elle va revenir. Elle nous disait qu'il y avait une connexion dans la campagne. Donc, si vous avez des questions pour Estelle, n'hésitez pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment, en fait, c'est pas toi. Merci Sabrina, parce que on sait que ma connexion bretonne parfois est un peu aléatoire. Donc oui, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, par exemple, la question que j'aimerais lui poser, si je le fais pas maintenant, je le ferai plus tard, je vous dirai. C'est en fait pourquoi le désert? Pourquoi en plus on m'entend? Alors tu vois, non mais c'est fantastique. Ah, Marie, chez moi c'est haché aussi. Et chez moi c'est haché, attendez. Je vais être obligée de vous faire une petite pause danse. Alors, vous êtes prêtes, les filles? Hop, all right. Pourquoi le désert? Oui, parce que cette notion de... j'ai déjà vécu ces moments à l'intérieur de mon corps, cette sécurité intérieure, où, et bien souvent, on doit aller goûter nos insécurités intérieures qui se révèlent dans nos cellules, dans nos chairs, dans nos fascias, et où j'étais dans un espace où il n'y avait rien pour s'accrocher. Rien où je pouvais déposer mon regard, déposer ma main, déposer mon souffle. Et alors, mon ancienne asthmatique, ça où est-ce que je vais respirer? Et en fait,
c'est de rester à l'intérieur. Comme je dis souvent à mes clientes, on ne bouge pas, on respire et on y va. Et c'est d'installer. Si vous êtes accompagnant, vous allez avoir que dans vos accompagnements plus ou moins longs, eh bien, il y a ces espaces où le client, le patient, l'élève, une contraction. Et c'est bon signe, c'est cette fameuse contraction avant l'expansion. Et quand on est accompagnant, ne pas focaliser sur absolument, il va aller sur l'expansion, c'est d'être dans la présence et de se dire tout va bien aller. Ah, she's back. All right. Alors, on y va. Et oui, y est cliqué. Ok, j'espère que ça va fonctionner. Je vous fais tous les accidents. Expérience du dénuement, exactement. Et t'as voulu que je fasse une petite pause pub, tu vois. Et je leur disais que j'avais une question à te poser en plus. Voilà. Et que si j'ai pas le temps, tu vois, je leur disais aussi qu'elles n'hésitent pas à noter si elles ont des questions pour toi. Et quand tu as coupé juste au moment, tu vois, de l'extraordinaire. Et pour moi, le désert est quelque chose d'extraordinaire. Le désert que moi j'ai rencontré, c'est le désert du Thar en Inde. Et donc j'ai navigué à travers le désert du Thar et c'était une superbe aventure. Mais il n'y avait pas ce temps, cette longueur du temps. Donc j'ai pu négocier dans mes petites fuites. J'étais pas mal en négociation de fuite, tout ça, j'étais bien. Et donc, quand je sens, parce que finalement, c'est pas, je comprends, mais je sens les expériences pour lesquelles tu œuvres, qu'est-ce qui fait que le désert t'a appelé? C'est comme si c'était le désert qui t'avait appelé ou vice-versa, je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu pourrais m'en dire? C'était en 2021. J'étais sur une plage. Je suis partie un mois en aventure, juste un sac à dos, pas de billet de retour. Et je suis arrivée sur la plage et en fait, je me disais où est-ce que je vais? Est-ce que je reste là? Enfin, j'ai eu des tourbillons extrêmes. Enfin, vraiment, là, c'était le premier, je pense, grand face-à-face intérieur avec moi. Et là, j'ai commencé à me dire, bah allez, je pars dans le désert. Je sais pas pourquoi en fait. Juste, je cherchais une autre destination jusqu'à ce que je me dise en fait, là, tu es en train de fuir quelque chose et du coup, tu vas traverser. Et du coup, j'ai fini mon séjour d'un mois sur l'île de Madère en trek pour vraiment capter ce que c'était une aventurière et que l'aventurière, elle n'avait pas besoin non plus de se mettre toujours en difficulté. Et mais le désert est quand même resté dans ma tête. Et en fait, en 2022, avec un ami, je lui ai proposé de faire le mont Toubkal, qui est le plus haut sommet du Maroc, du Haut Atlas. Et voilà, on partait 3 jours. Et je me suis dit, je vais pas aller au Maroc juste pour 3 jours. Mais c'est la première fois que j'allais au Maroc aussi. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais partir dans le désert avant le Toubkal. Et du coup, je suis partie. Et en fait, quand je suis arrivée à Ouarzazate, là, je ne pourrais pas exprimer en fait. Je sais pas pourquoi les larmes ont coulé en fait, toute seule. Je suis jamais allée au Maroc. Enfin, juste, il y a eu un moment où quand j'ai atterri, il y a eu un endroit où déjà je reconnectais quelque chose. Et puis je suis descendue dans le désert, je suis partie avec un groupe, mais j'étais seule, la plupart étaient 2 ou 3. Et du coup, c'est tout à fait différent d'être seule ou de partir avec des gens qu'on connaît. Donc en fait, j'ai beaucoup marché seule. À des moments, je rejoignais le groupe le soir, on discutait. Mais sinon, la journée, j'ai beaucoup marché seule. J'ai beaucoup écouté, observé. Et en fait, les premiers mots que j'ai retenus, c'était une femme qui avait demandé quel temps il fait demain. Et le nomade qui nous accompagnait lui a répondu on regarde pas la météo, on prend chaque jour comme il vient. Et en fait, mon aventure a commencé comme ça. Cette initiation, en fait, a commencé comme ça. Et le lendemain du premier jour de marche, il faisait très chaud. J'ai eu très chaud. Et en fait, j'avais chaud. Point. Et à aucun moment, je cherchais autre chose que ça. Et donc, dans cette première journée, la première journée était déjà initiatique, comme si j'étais prête. En fait, j'avais écrit dans mon carnet, je suis pleine d'espace et vide d'attente. Et tu vois, dans les aventures que je propose et que j'accompagne, il y a le travail avant l'aventure de préparation pour amener à être vide d'attente, pleinement disponible à ce que l'inconnu et la vie va proposer de vivre. Et encore plus dans un environnement naturel qu'on ne peut pas maîtriser. L'appel du désert, il a été aussi anecdotique
que l'entrée dans le désert a été surdimensionnelle. Le soir, il y a eu vraiment le qu'est-ce que j'ai appris dans ma vie, pour ma vie dans le désert aujourd'hui. Apprendre à faire avec ce qui est. Et puis, un jour, 2 jours, le sable qui commence. En plus, nous, cette première, il y avait beaucoup de vent, donc le sable qui commence à être un peu partout. Et j'avais l'habitude d'être en trek en France, de pas me laver tous les jours, lingette. Sauf que là, c'est encore une autre dimension. La transpiration, la chaleur, le sable, dans tous les orifices. Il y a quelque chose qui est nouveau pour moi. En plus, je suis pas fan de la chaleur. Donc là, j'étais quand même assez étonnée de me dire, en fait, il fait chaud. Ok, il fait chaud, avance. Donc j'avais mon petit bâton comme ça pour que mes doigts ils gonflent pas trop. Et j'avançais, je discutais avec les nomades beaucoup pour apprendre des mots. Des mots qui m'attiraient. Le soleil, le sable, les étoiles. Et du coup, je suis rentrée en fait dans une poésie. Je suis rentrée dans une poésie d'une sagesse que je connaissais pas intellectuellement, que je rencontrais ou que je retrouvais d'une certaine manière. À ce moment-là, je me suis dit que je pouvais rester. Je m'étais renseignée pour partir 3 semaines avec une caravane de 3 semaines, chose que j'ai jamais fait pour le moment. J'ai divisé ma caravane de 3 semaines. J'ai divisé pour le moment en 4 fois une semaine. Et en fait, ce temps long, il permet exactement ce que tu dis, de ne pas échapper à soi, de ne pas échapper au silence, de ne pas avoir de divertissement parce qu'il n'y a aucun réseau. Il y a très peu, on ne peut pas regarder les petits oiseaux chanter. Non, non, c'est le dépouillement absolu. On peut fixer l'horizon. Ce qui a été incroyable dans le désert, la deuxième plus grande rencontre après l'instant présent, après la poésie aussi et la beauté. Je dirais même après encore aussi cette sagesse, ce mode de vie nomade où chaque jour est reconstruit et réinstallé un lieu de vie magnifique dans des endroits différents où en fait chaque endroit, je me souviens la retraite de décembre qu'on a faite, à un moment donné on était vraiment comme dans une cellule, comme dans un œuf. Et donc comme si le désert pour les nomades c'est la mer désert, comme si la mer désert elle accompagnait à chaque jour une renaissance et en même temps à suivre son chemin. Je me souviens un des nomades qui me disait mais en fait moi on ne met pas de lampe frontale parce que sinon on ne voit rien. Ils regardent les étoiles et ils s'habituent, ils vivent avec l'environnement. Et là où j'ai vécu une grande différence par rapport à mes treks en montagne, c'est le silence. Je n'avais jamais entendu un silence aussi absolu. Alors il y a les moments de tempête, de sable. Là, il n'y a pas de silence. Par contre, c'est une autre expérience qui est incroyable à vivre. On est resté 5 heures sous la tente. Et là, il fait chaud. Et donc, il y a vraiment presque hutte de sudation sous cette tente. Et le silence. Le soir, sous les étoiles, un silence absolument parfait, pas un bruit. Et pour certaines personnes, c'est complètement flippant. Et en fait, moi, ça a été incroyable. Parfois, dans la montagne, quand je regarde l'immensité, je me sens toute petite. Quand je suis en bivouac et que je regarde les étoiles, je me sens toute minuscule. Et en fait, dans le désert, à ce moment-là, je me suis pas sentie minuscule. Je me suis sentie appartenir au tout, être et me dissoudre en fait dans le tout, me dissoudre dans la dune, me dissoudre dans le sable, mais comme si vraiment je me sentais pas extérieure en fait, comme si tout s'expansait de moi et en même temps tout ce qui était autour de moi était en moi. Et ça c'est une expérience qui était incroyable dans une reconnexion de la femme nomade, mais dans le sens aussi plus chamanique et plus relié, plus cosmique, plus invisible en fait. Et ça, j'ai mis un peu plus de temps à l'assumer ce côté très sacré
Et je pense que c'est la dernière retraite de décembre qui m'a encore plus reconnectée à assumer cette partie sacrée-là. C'est-à-dire que je suis revenue dans le dépouillement, même dans les espaces que je propose. Que la marche, le bivouac, l'itinérance, le feu de camp, les rencontres, dans une parole consciente et sacrée, eh bien, c'est déjà l'aventure à venir. C'est déjà un cadre d'aventure. Et ne pas forcément rajouter tout le temps un petit truc en plus pour dire je remplis la retraite, chacun en a pour son argent. Absolument pas, en fait. Les personnes qui viennent vivre une expérience avec moi et celle je pars dans 10 jours, celle-ci va vraiment être vraiment l'installation bien claire de ça, d'une retraite dans le dépouillement, pour un réel face-à-face. Et là où moi, je vais mettre toute mon expertise à la fois d'aventurière, de marcheuse, de nomade moderne, eh bien, et je vais ajouter à ça mon expertise de l'accompagnement. Et du coup, utiliser les outils les plus puissants que moi j'ai, que ce soit les constellations systémiques, que ce soit l'EFT, que ce soit l'écriture, le dessin, la danse, la contemplation, les visualisations, les voyages de l'âme, eh bien, je vais accompagner ce qui ressort de ce vrai face-à-face dans le silence et dans le dépouillement. Eh bien, je vais accompagner à traverser ça. Pour que, et c'est là où la deuxième chose qui est importante dans le processus long, c'est que ça laisse le temps d'incarner la suite du chemin. Dans un trek de 2-3 jours, il y a des prises de conscience. Moi, je suis partie dans le Vercors, ça a été le début de mon autre vie. Ça a duré 3 jours. Dans un trek long et dans une retraite longue, eh bien, il y a vraiment l'idée de prendre conscience, ressentir, prendre conscience, ressentir, transformer et incarner. Et faire des essais, expérimenter et être dans le feu social aussi. Parce que quand on part tout seul, il y a l'idée de « Ok, super, je me sens super bien avec moi, j'ai découvert plein de trucs. » Oui, sauf que l'aventurier, quand il revient, c'est comment tu incarnes ce que tu as là où tu te sens super bien avec toi, dans le feu social. Et c'est là où, pour moi, est l'intérêt de la retraite. C'est de pouvoir être déjà dans un petit bain collectif, déjà incarner cette version de soi souveraine, redressée. Et donc, j'ai voulu vraiment créer dans mes treks et voyages intérieurs l'association de la solitude, avec des longs temps de silence, dans des temps de marche de silence, dans des contemplations en silence, et des temps collectifs pour pouvoir allier ce que je vois de moi, comment je l'incarne, comment je me laisse voir ainsi. Pour, dernière étape, la 4e du voyage de l'aventurier, quand je reviens, eh bien, il y a déjà mes cellules qui ont intégré le regard de l'autre. Il y a déjà une partie de moi qui a apaisé le lien au regard extérieur. Parce que en trek et dans ces espaces longs, les cellules, elles ont tellement le temps de s'imprégner de sentiments, de liberté, de bien-être, de se sentir à sa place, qu'il y a quelque chose comme de l'ordre de l'évidence. Je ne peux pas faire autrement. Les treks, quand ils sont faits avec conscience, parce que moi aussi j'étais dans le mode trek version consumérisme, consommation, accumuler les dénivelés, les sommets, enchaîner. C'est un mode. Et en même temps, il y a une version en mettant beaucoup de conscience sur l'aventure qui permet d'aller vers un avant-après, de se dire je ne peux pas faire comme si ça n'avait pas existé. C'est impossible. C'est impossible. Par contre, là où ça peut faire peur pour certains de se dire bon, j'ai construit tout un monde et d'un coup, comment je fais? Eh bien, en fait, c'est là où l'intelligence sensorielle et l'intelligence de la vie, elles s'immiscent. C'est que tout se fait à son rythme. Et c'est pour ça que, et là, pour moi, cette dernière année, j'ai investi dans 3 retraites différentes en 2024, dans un cycle de 3 retraites, pour réinformer régulièrement mon inconscient, mon système intérieur, mon système proche et le monde de ce chemin-là. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la micro-aventure.
Et mon livre, c'est exactement créer son trek sur mesure dans la micro-aventure de 2 à 15 jours pour trouver des aventures qui se glissent régulièrement dans le quotidien et donc informer régulièrement le système comme un soutien. Et c'est pour ça, quand on m'a demandé quelle est ta voie, est-ce que tu as suivi une voie spirituelle? Je dis non, jamais le yoga, l'ayurveda, tout ça, mais non, ça m'a jamais attiré. Par contre, ma voie spirituelle, c'est le trek et la nature. Et j'y reviens très souvent. Et après, plus tu t'entraînes à ça, et bien plus une seule rando, même un jour de rando, c'est comme si ça venait plus réactiver le petit feu là à l'intérieur de ok, sentiment de liberté, choisir où je suis à ma place, être moi-même, lâcher les masques. Parce que dans le dépouillement, et c'est là aussi le temps long, c'est qu'il n'y a pas que la notion de distraction. Avec la notion de fatigue, la notion d'inconfort, la notion de sortir du connu. Par exemple, il y a une des femmes qui me dit, il y a quelque chose, et ça, j'avais jamais mentalisé ça, parce que j'ai tellement l'habitude que des fois j'oublie, et des fois, prof de PS, ça devrait me rappeler, de me dire, Estelle, quand tu apprends à tes élèves, t'es reparti à la base de l'apprentissage. Et ben du coup, c'est la même chose pour l'aventure. Et j'avais oublié ça. Elle me dit, il n'y a pas de chaise. Je sais qu'il y a des treks. Je sais qu'il y a des treks dans l'Atlas. J'ai fait la traversée de l'Atlas, du Haut-Atlas au Maroc. Et il y avait on était 2 et notre guide nous disait, il y a certains qui demandent d'avoir des chaises. Donc les mules, hop, ils rajoutent les chaises. Moi, c'est pas du tout mon truc. Parce que, dans le dépouillement, il y a aussi cette notion de dépouillement matériel de qu'est-ce qu'on met sur son dos, qu'est-ce que je choisis d'emmener. Là, les femmes qui viennent la semaine prochaine, elles prennent voyage cabine. Elles prennent voyage cabine. Donc, du coup, on est vraiment essentiel. Et moi, c'est aussi la notion d'essentiel dans le matériel et revenir au sol. C'est être au plus près des éléments. C'est vraiment sentir, là, tu vois, je peux prendre appui. Au début, moi, les dunes, tu sais, je montais, mes pieds, ils glissaient, je voyais les nomades, paf, ils prenaient appui. Là, j'ai appris qu'en fait, à un moment donné, la stabilité, elle arrive. Si mon pas n'est pas précipité, je rencontre la densité du sol et je peux prendre appui. Et c'est la même chose dans les raquettes, dans les randos en raquette ou dans la neige. À un moment donné, fou. Et en fait, c'est exactement ça la vie. Il y a un moment de et il y a toujours un moment où je peux prendre appui. Et donc, dans le dépouillement matériel, quand cette femme m'a dit, il n'y avait pas de chaise et du coup, pour le corps, c'était encore un peu plus challengeant. Eh bien, tout ça, cette fatigue-là, physique, émotionnelle, de l'inconnu aussi. Il y a une femme qui fait Linda Bortoletto. J'aime beaucoup suivre cette femme qui est une marcheuse au long cours. Et elle évoque que, eh bien, le fait de ne jamais savoir où on va dormir la nuit suivante, eh bien, ça amène une forme de vigilance. Et que cette vigilance, eh bien, à un moment donné, on peut prendre tous les masques qu'on veut. On peut garder nos rôles, mais ça craque. C'est obligé. Et c'est là où c'est tellement intéressant et sincère et beau, c'est d'être vu exactement comme on est, dans nos talents et nos faiblesses. Et le trek est vraiment une ode à l'humilité et une ode à la sincérité. C'est accepter de se voir dans ses erreurs, ses talents et ses faiblesses. Et c'est pas grave en fait. C'est juste apprendre à faire avec plutôt que de lutter contre. J'aime beaucoup cette phrase qui a marqué aussi mon chemin de vie, c'est observer mes limites et agir avec elles. Parce qu'elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui et demain elles seront peut-être différentes parce que j'aurais fait avec elles et que grâce à elles, j'aurais fait un pas et elles deviennent une forme de terreau fertile. Et du coup, c'est plus je regarde mes faiblesses et j'ai mes talents, c'est mes faiblesses, elles mettent aussi du poids dans la balance pour devenir une force d'action. Et en fait, le désert, je dirais que est-ce que c'est multiplié par rapport au trek en montagne? D'une certaine manière, oui, pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a un vrai dépouillement de la nature. Il y a une vraie déconnexion, pas du tout spirituelle, une vraie déconnexion mentale et des réseaux et des informations. Dans les treks que je propose, il y a aussi l'idée, je ne choisis que des petits groupes parce que ce sont 2 expériences différentes. La dernière fois, je voyais une vidéo d'une retraite où il y avait 15 ou 20 personnes. C'est ni mieux ni moins bien, c'est une autre expérience.
Moi, j'ai vraiment envie d'accompagner à cette non-agitation, à sortir du monde. Et même si, par exemple, on est sur une retraite où il y a beaucoup de monde et il y a du silence, eh bien, moi, je me souviens être à la BU, quand je révisais pour être prof de PS, il y a quelqu'un qui arrive dans la salle, bim, je lève les yeux, mais j'ai des boules caisses. Et du coup, l'idée, c'est de choisir, je choisis consciemment de faire des petits groupes pour que l'agitation soit, pour que l'espace soit le plus dépeuplé possible, pour vraiment venir rencontrer l'essence même du désert, c'est-à-dire le silence, donc avec peu de bruit, venir rencontrer le désert dans son immensité dépeuplée avec peu de monde, et venir rencontrer le désert dans son dans ses essentiels en venant avec peu de matériel et donc venir goûter à l'abondance dans le dépouillement. J'adore cette phrase, l'abondance dans le dépouillement. Du vide, tout peut jaillir. Et ça, je m'en suis encore plus rendu compte, même si je le savais, je l'ai intégré dans mes tripes, parce que vraiment, la retraite dernière, c'est la première fois de toute ma vie en trek que j'ai été malade. Eh bien, comme s'il y avait des trop-pleins. Où étaient les trop-pleins? Les trop-pleins dans la parole non consciente, les trop-pleins dans le bruit, les trop-pleins dans les distractions, les trop-pleins dans le non-respect de mes limites. Là, je parle en général, je m'en suis rendu compte jusqu'au mois de janvier, où ça a éclaté, où je me suis retrouvée coincée dans un bouchon sur l'autoroute, rien à voir. Et donc, c'est aussi, tu vois, comment tout ce que je vis en trek, bim, je le ramène dans des situations anecdotiques. Et en fait, quelque chose qui est vécu, et c'est là où une retraite est magnifique, c'est que du coup, il y a des graines qui sont semées, des prises de conscience qui sont encore là à l'état un peu invisible, et que nos cellules ont bien capté et on connaissent le circuit, et qu'en fait, eh bien, une retraite ne dure pas 8 jours. Donc, quand on me dit oui pour 8 jours, non, non, une retraite, elle dure 8 jours, effectif, mais déjà, elle commence quand on s'inscrit. L'espace s'ouvre. Ensuite, il y a la retraite. Et ensuite, il y a tout le chemin d'intégration, d'infusion de ce qui est vécu. Et là, dernièrement, j'ai reçu un email d'une femme qui est venue il y a 18 mois à la première retraite dans le désert qui s'appelait Sens. Et en fait, bon, il y avait eu un petit moment où parce que voilà, ma parole, elle est plutôt directe. Et elle me dit, eh bien, je t'ai remercié d'avoir eu ces mots, parce que ça m'a évité de rester dans la pataugeoire. Et en fait, eh bien, voilà, il y a tout ce cheminement 18 mois plus tard qui fait ça plus plein d'autres choses, hein, parce que c'est toujours cette notion de je déploie et ensuite dans le quotidien j'incarne, et pour incarner, c'est là où c'est important de lâcher l'orgueil de je fais tout toute seule et d'aller aussi de se faire accompagner pour incarner encore se donner, s'autoriser à incarner ce qui est déployé en trek. Eh bien, des fois, ça demande d'être aidé. Donc, c'est cette retraite-là, plus tout ce qu'elle a fait, qui fait aujourd'hui qu'elle me partage que elle se sent profondément, elle est à sa place, et qu'elle a osé faire des choix où elle s'honore. Et tu vois, dans cette notion de autonomie et aide, j'aime beaucoup la différence entre l'indépendance de j'ai besoin de personne et l'autonomie où il y a l'idée de je sais ce que je peux faire toute seule et je sais là où j'ai besoin d'aide. Et cette phrase, tu vois, me reste souvent. J'ai beaucoup de phrases comme ça qui m'ont marquée parce que je les ai intégrées dans mon corps. C'est demander de l'aide, c'est refuser d'abandonner. Et des fois, on vit des choses dans un trek, dans une retraite. On a l'impression que ça fonctionne pas, ou que bon bah c'était une petite bulle. Et en fait, c'est que du coup, il y a juste un petit truc à lever, une petite autorisation, un petit pas. Et pour moi, l'exceptionnel, il est dans l'audace de chaque pas, même un tout petit. Et que quand je me retourne, tu sais, quand je marche en raquette, j'adore, et ça c'est pareil dans le sable, j'adore me retourner et voir tous les pas du chemin parcouru. C'est une magie pour moi, parce que j'adore regarder les sommets. Mais des fois, les sommets, ça amène des fois du manque, de la projection et de l'anticipation. Et ça peut faire oublier d'être dans l'instant présent. Et des fois, en oubliant d'être dans l'instant présent, eh bien, on rate le chemin qui nous aurait mené avec plus de fluidité au sommet. Et du coup, de se poser, de regarder tous les pas qui ont été faits dans le sable ou dans la neige, à l'idée de, OK, j'ai déjà fait tout ça. Et que chaque pas,
même les petits, des fois, ils me permettent de faire des grands bonds après. Et même les pas de côté, et même les surplaces, et même les pas d'arrêt. Et dans une dune, c'est vraiment pas facile de marcher. Et du coup, grimper des grandes dunes, eh bien, ça ancre aussi le chemin. Et si je m'arrête, et si je vais à mon rythme, et si je suis la dernière du groupe, et si je suis la première. Et en fait, si je m'en fous de tout ça, et si je lâche toutes les identités, et si je lâche le je suis, et que j'embrasse le qui je choisis d'être. Et en fait, pour moi, je pourrais en parler des heures, hein, parce qu'en plus des expériences de trek, j'ai des milliers de kilomètres, tu vois, vraiment. Ma vie, c'est une rando d'exception. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite. Absolument pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moments inconfortables. Absolument pas. Par contre, je la vis comme une rando. C'est-à-dire que je ne sais pas toujours ce qu'il y a derrière le virage. Je vise un sommet et parfois c'est pas ce sommet-là que je vais atteindre. En fait, c'est celui qui était derrière que je voyais pas encore. Je monte en haut d'une montagne et j'ai le choix soit de repartir dans la vallée, soit de redescendre, de déconstruire tout ce que j'ai appris et de suivre le chemin dans l'inconnu de la vie, en faisant avec ce qui est la météo. Et ça, c'est le plus grand inconnu. Tu vois, cette notion de lâcher prise, souvent les gens ils me parlent de j'aimerais c'est le gros truc, un grand à la mode. C'est le grand thème de dev perso, le je veux lâcher prise. Et en fait, tous les grands concepts de dev perso, plutôt que de les lire, eh bien, faut les vivre. Parce que c'est en les vivant qu'on les comprend. Et le trek, pour moi, c'est une des voies les plus puissantes pour intégrer ce concept de lâcher prise, de faire avec ce qui est. Vraiment. Parce que lâcher prise comme ça, quand on contrôle un truc, c'est tellement dur. Enfin, c'est de la sécurité, tout ça. Et en fait, c'est se mettre dans l'inconfort, choisir l'inconfort, parce que en choisissant le trek, c'est un vrai choix, quelque chose qu'on a envie de faire. Par exemple, moi, je dis tout le temps, ne faites pas un truc qui vous plaît pas. En fait, ça n'a aucun intérêt. Par contre, si j'ai jamais fait, je peux pas savoir si j'aime ou j'aime pas. Et ouais. Et du coup, il y a vraiment ça, de plonger pour essayer, quoi. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier d'amener des femmes dans le désert, d'amener des femmes dans un trek, dans un bivouac? Qu'est-ce qu'il y a de particulier d'avoir tu vois, une femme, des femmes ensemble dans ce dépouillement? Alors, déjà, à part une première retraite, ce sont des retraites mixtes. Sauf que, pour le moment, je n'ai que des femmes qui sont venues. Ah, ok. Ce qui est fort intéressant, c'est que dans les retraites dans le désert, eh bien, on est accompagné par les nomades. Et les nomades, c'est avec un N majuscule, parce que c'est un peuple. Et du coup, il y a quand même cette alliance masculin-féminin, qui est très intéressante à venir explorer. Parce que ce qui est chouette dans les groupes mixtes, c'est cet équilibre. L'homme qui incarne son masculin et en même temps qui vient s'inspirer du féminin, et les femmes qui viennent s'inspirer du masculin et s'inspirer de l'homme et incarner leur masculin. Donc, elles sont mixtes. Pour le moment, j'ai que des femmes. Parce que tu dis bien femme nomade, tu vois. Il y a vraiment, en fait, c'est dans le corps de la femme. Quand elle va chercher cette stabilité, au lieu de je monte dans quelque chose, cette stabilité dans son plancher pelvien, dans ses pieds, là. Qu'est-ce qui fait qu'elle gagne en dénuement et en puissance, comme tu dis, elle est recta cette fois-ci. Elle série, quoi. Mais déjà, elle ose. Déjà, elle ose l'aventure. Elle ose l'inconnu. Dans une société où les femmes gèrent beaucoup, je reviens quand même à un petit peu de nuance, dans une société où les femmes ont une grande charge mentale, où du coup il faut, moi je visualise ma sœur quand elle préparait les goûters pour le lendemain, les habits, plus tout ce qu'il y a à penser. C'est déjà, la souveraineté, c'est déjà d'oser s'offrir 8 jours. La souveraineté, c'est de plonger dans un espace qui ne sera pas maîtrisé.
Et donc, une partie de soi, déjà qu'on active de « je me fais confiance ». Il y a une partie de soi qui grandit dans la confiance en sa capacité à rencontrer l'inconnu. La deuxième chose, c'est qu'on ne choisit pas un espace par hasard. Des retraites dans le désert, il y en a plein. On ne choisit pas un espace par hasard et du coup, c'est un rendez-vous d'âme dans un cadre que moi je définis, que j'exprime, que je tiens tout au long de la retraite. Et donc, il y a l'idée de venir aussi connecter avec des femmes qui sont sur la même fréquence, la même envie, le même élan. Et ça, c'est aussi dans un monde où il y a beaucoup d'informations, il y a des niveaux de conscience différents, des valeurs différentes, et bien de se reconnecter à des femmes qui œuvrent dans le même sens, qui œuvrent dans le sens du vivant. J'adore le livre Femme sauvage, Femme qui court avec les loups, archétype de la femme sauvage de Clarissa Pinkola Estés, quand elle exprime à un moment donné que dans le désert, la vie, elle est tellement restreinte qu'elle semble absente. Alors qu'en fait, c'est parce qu'elle est restreinte qu'elle jaillit et qu'elle brille. Et venir dans le désert pour les femmes, c'est aussi reconnecter à une part sauvage en elles, libre, instinctive, puissante, souveraine, ancestrale, reliée, qui sait, au-delà de toutes les étiquettes d'hystérie, de folle, de sorcière, dans le sens négatif, qui ont pu être collées, au-delà de toute la domination que les femmes, qui a été imposée aux femmes pendant longtemps, eh bien, revenir dans le désert, c'est revenir dans ces espaces en soi qui n'ont pas été nourris. C'est peut-être verser des larmes qui vont fertiliser ces terres. C'est peut-être pousser des cris qui ont été enfouis dans des profondeurs. C'est en fait venir traverser tous les espaces désertiques en soi qui ont été laissés à l'abandon. Le désert, c'est aussi, avant, il y avait la mer. Dans le désert, on voit des fossiles magnifiques. Vraiment. Je t'enverrai une photo d'un fossile qu'on a vu l'année dernière, mais magnifique. Et en fait, venir dans le désert, c'est aussi revenir aux origines des origines. Vraiment revenir à ses origines, à la puissance de la vie, à son pouvoir créateur. Et c'est pour ça que j'aime le dépouillement dans le sens du vide, tout peut jaillir. Faire le vide en soi, c'est rencontrer son désert, c'est rencontrer ses origines, c'est rencontrer ses terres. Et c'est du coup vraiment laisser jaillir les essentiels, la vie, l'amour, la paix. Et c'est pas bisounours du tout, hein. C'est vraiment incarner l'amour dans une société duelle, l'amour en soi, dans nos contradictions, la paix, sans oublier tout ce qui va pas dans le monde, mais c'est choisir ce que l'on nourrit. Et en rencontrant son désert, c'est aussi venir rencontrer sa part intacte, celle qui n'a jamais été souillée, humiliée, piétinée, celle qui n'a jamais cessé de rayonner, même tout petit. Et j'adore dans le désert, et c'est plus le cas, il y a en montagne, en trek, il y a des espaces où on peut encore faire du feu, des feux de camp, mais c'est très réglementé et c'est normal pour tout l'écosystème. Dans le désert, il y a cette tradition du feu ancestral. Le feu, chez nos ancêtres Homo sapiens et compagnie, il y avait quand même la notion du feu. Elle a permis de rassembler en fait. Elle a permis de créer une vie sociale. En tout cas, d'améliorer, de développer la vie sociale autrement. Et le feu, dans le désert, d'être entre femmes, autour du feu, à avoir des gestes simples pour soi ou pour l'autre, dans des rituels, ou dans juste s'endormir toutes ensemble sous les étoiles.
autant que de choisir de dire les filles, c'est pas que j'ai pas envie d'être avec vous, j'ai envie d'être avec moi et je vais un peu plus loin m'isoler. Eh bien en fait c'est venir raviver nos flammes. Tous ces petits feux qui ont été étouffés, éteints, et celui qui n'a jamais été touché, celui qui est toujours là quelque part. Contempler le feu longtemps, c'est aussi venir connecter ça. Ce qui est magnifique dans le désert, c'est également la connexion aux éléments, à tous. Le feu, d'accord, la terre, ok, l'air, bien sûr, mais l'eau. Pour des femmes, nous qui sommes connectés à la lune, avec les émotions, qui sont parfois contenues parce qu'il ne faut pas pleurer, ou alors qui submergent dans une hypersensibilité, eh bien, il y a aussi venir reconnecter tous ces espaces-là de sécheresse émotionnelle ou de trop-plein émotionnel dans un espace où l'eau est très rare. Dans un espace où l'eau devient l'or. Et du coup, c'est comment je laisse jaillir la vie, comment je laisse jaillir mes émotions, comment je reconnecte à mes émotions, comment je vide mes trop pleins d'émotions pour fertiliser des espaces où eh bien, les émotions n'avaient pas leur place. Dans le désert encore, il y a deux espaces auxquels je pense. Tu vois, il y a des mausolées et puis il y a un espace où il y a encore des ossements en fait qui sont remontés au fur et à mesure du sable qui se déplace. Et c'est vraiment, et je repense toujours à ce livre donc de Clarissa Pinkola Estés de Danser au-dessus des eaux, la femme squelette. Et donc de remettre de la chair dans son corps. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais de plancher pelvien, d'ancrage des pieds. Et en fait, le bivouac, de dormir au sol, de sentir son corps, jour après jour, la fatigue, les muscles qu'on n'a pas toujours l'habitude d'activer, c'est aussi revenir dans son corps matière. Et pour les femmes ce côté, le féminin qui peut être des fois chaotique, plein d'idées, dispersé, une créativité débordante qui n'est pas incarnée, eh bien revenir dans le corps, c'est réembrasser l'incarnation, la matière, la spiritualité non éthérée, la spiritualité qui se vit, qui se manifeste. C'est vraiment revenir au chair, à la matière, mais pas juste se dire il faut incarner, il faut passer à l'action. C'est vivre au plus profond des sens la spiritualité. Le passage à l'action. J'ai une bonne idée. J'ai plein d'idées. Celle-ci, c'est une putain d'idée. Celle-là, go, on y va, on la met en acte. Et je la marche. Et je la teste. Et je la danse. Et je la respire. Et je la mange avec les doigts. Je la sens. Je la pétris dans le pain qu'on va cuire sous le sable. Je la sens dans les odeurs, dans la croûte qui croustille, dans le feu qui crépite. C'est vraiment revenir, mais à la matière même. Et ma première retraite, elle s'est appelée Sens. Ensuite, elle s'est appelée Traversée. Et la prochaine, elle s'appelle Essentiel. Et tu vois, il y a même ce cheminement, en fait. Et je sais que moi, mon chemin intérieur dans le désert, il amène à amener ces femmes à être dans leur sens, à traverser leur désert et à rencontrer leurs essentiels. C'est beau. Et je pense que c'est d'autant plus important dans une société où le corps est anesthésié. Il est anesthésié par mettre à distance les émotions parce que ça devient de plus en plus violent et du coup à un moment donné rideau parce que c'est trop. Donc on se met à distance, on ne veut pas trop ressentir l'anesthésie des corps parce que et on pense qu'ils sont pas anesthésiés nos corps parce qu'on est tout le temps en mouvement, mais dans la réalité il y a une partie de notre corps qui est complètement anesthésiée, qui est en mode pilote automatique. Le temps long de la marche, le bivouac, l'itinérance, le fait d'être au plus près du sol, de manger avec les mains, de respirer, juste de respirer, eh bien, c'est reprendre contact, c'est sortir l'anesthésie du corps. Et une autre chose qui anesthésie nos corps, c'est l'hyperfacilité. Aujourd'hui, pour faciliter la vie moderne,
la vie hyper productive plutôt, la performance, eh bien, on hyper facilite tout. Les courses, c'est un mec qui nous les met dans le coffre. On est livré, on commande sur Internet. Et je juge pas parce que cette société, parce que je vis dedans. Sauf que c'est comment ne pas se laisser happer par une société mortifère en remettant de la vie en soi. Et c'est pour ça que pour moi, le trek, il est d'utilité publique parce qu'il permet de sortir d'une société qui peut être mortifère. Vraiment, vraiment mortifère. Et tu vois, le désert, c'est aussi venir voir ces espaces mortifères en soi. Et du coup, je trouve ça génial en fait d'amener des femmes à regoûter à la puissance de leur corps, à activer la puissance de leur corps, à activer leur élan de vie, à activer leurs ressources. Tu vois, une femme me partageait oui, j'ai l'impression que j'ai dépassé les limites de mon corps. Je lui ai proposé une autre lecture qui était à quel moment ton corps il y a une partie de lui qui était trop anesthésiée et qui là, ton corps se remet en vie. Et la beauté de la marche, c'est qu'on peut suivre son propre rythme. Amener des femmes dans le désert, pour moi, la puissance, c'est aussi se reconnecter au rythme naturel. Pas de lumière. Tu vois, on utilise très peu la lampe frontale. Il y a le feu, et puis à un moment donné, le feu, il s'éteint. Et puis, il y a la lumière des étoiles. Et à un moment donné, il y a la lumière qui s'éteint aussi. Et du coup, c'est retrouver les rythmes naturels. Avoir faim. Avoir envie de dormir. Marcher à son rythme. Ça, c'est des choses, c'est retrouver la valeur du temps. La valeur du faire. Chaque chose en son temps. Oui, par exemple, on arrive tard un soir, mais il y a des choses importantes à faire. Et comment on met de la présence dans chaque chose. Et ça, pour moi, par exemple, pour les femmes, en tout cas dans mon parcours, ce qui a été fabuleux, c'est que ça m'a aidé à prioriser. Non pas depuis le mental de Eisenhower, non urgent, sensoriellement, qu'est-ce qui est prioritaire pour moi. En fait, une retraite dans le désert entre femmes, il y a cette idée de venir réveiller l'aventurière en soi. Il y a un très bon livre qui est de Lucie Azéma sur l'émancipation par le voyage et comment en fait les femmes, c'était celles qui étaient comme Ariane qui attend et l'homme qui explore. Et en fait, aller dans le désert, c'est aussi venir mettre en mouvement l'aventurière en soi. C'est le faire entre femmes et du coup d'égal à égal. Tu vois, il y a une phrase qui m'a été dite et qui m'a vraiment marquée parce qu'elle symbolise exactement ce que je ressens à l'intérieur. Une femme qui était là dans le désert, elle me dit en fait, Estelle, toi, tu es d'égal à égal. C'est-à-dire que oui, je cadre le groupe, mais je vis l'aventure exactement comme les autres femmes. Je vis avec elles. C'est vraiment une tribu. Et donc, c'est aussi comment, dans le groupe, on s'autorise à être soi, d'être dans le groupe et des fois d'être soi en dehors du groupe. Et de revenir dans le groupe, d'être égal à égal face à la vie. Et c'est là où il n'y a plus aucun code, aucun rôle, aucune CSP, aucun métier. En fait, on est juste des femmes. On est surtout des femmes plutôt même. On est surtout des humaines. Et on est d'égal à égal face à la vie, parce qu'on a tous une seule ligne d'arrivée. On peut avoir. Et tu sais qu'il y a eu un séisme au Maroc il y a quelques années. En 2023, et donc moi je partais faire la traversée de l'Atlas et notre guide nous expliquait que quand il y a eu le tremblement, tout le monde est sorti en caleçon, etc. Et il me dit mais en fait personne n'avait de poche. Et dans leur rituel, dans le deuil et dans le rituel autour de la mort, eh bien le corps est enveloppé d'un linceul et la personne qui décède n'emporte rien de ce qu'elle a accumulé. Et du coup, ça remet face à la vie. Nous sommes d'égal à égal, nous avons une seule ligne d'arrivée. Et c'est pas l'important de ce que j'aurais accumulé. Et donc, la notion de dépouillement aussi, elle est là-dedans, même si j'ai tout en conscience que l'argent, par exemple, permet d'avoir le choix, de vivre de façon, de choisir son confort. Et en même temps, d'aller dans le dépouillement, c'est aussi prendre conscience de plein d'autres types d'abondance.
Et donc, non plus de générer sa vie à partir du manque, mais de générer sa vie à partir de l'abondance. On trek en Tour du Beaufortin, Mont Blanc, derrière le brouillard. Je voyais rien du tout. Par contre, d'un coup, je vois tous les boutons d'or qui étaient à mes pieds, toutes les petites fleurs jaunes partout. Et ça a matché dans ma tête mais en fait, t'es pas toujours obligé de regarder les sommets. Regarde déjà ce qu'il y a à tes pieds. Regarde les bougains, oh, j'ai plus le nom de cette fleur, de cette plante avec des fleurs roses, où ni derrière ni devant compte, juste ce qui est là. Se reconnecter au rythme, se reconnecter à l'instant présent, se reconnecter à l'abondance, se reconnecter à la gratitude. En fait, c'est une rhododendron. Yes, merci Marie. Rhododendron, j'adore ce mot. Rhododendron, je le trouve trop drôle. Rhododendron. Triple. Triple rhododendron. Et tu vois, dans le désert, il n'y a pas de rhododendron. Il y a des tamaris. Il y a eu des pluies en septembre l'année dernière. Et du coup, quand on a été en décembre, il y avait une abondance de plantes. Ouais. Et c'est très chouette aussi de voir quand les pluies, elles arrivent, ce qu'elles amènent comme vie. Et pour moi, dans le voyage intérieur, la pluie, c'est aussi venir percer les poches de larmes, c'est aussi faire recirculer la vie en soi, le courant, tu vois, plonger dans le courant pour venir faire naître des graines qui sont parfois insoupçonnées. Et donc, emmener des femmes dans le désert, c'est aussi les reconnecter à leurs grands horizons à l'intérieur d'elles-mêmes, qui est beaucoup plus vaste que les murs d'une maison. N'est-ce pas? Ouais. Qui est beaucoup plus vaste qu'un code, qu'un rôle, qui est l'immensité des possibles, en fait. C'est reconnecter la femme dans ses grands horizons à sa femme plurielle. Ouais. Qui peut être femme, qui peut être mère, qui peut être épouse, qui peut être artiste, qui peut être entrepreneur. Et parfois, ça fait beaucoup pour les femmes, c'est waouh, mais si je suis tout ça, comment je fais pour jongler avec tout ça? Et c'est là où revenir dans les sens, dans le corps. Et c'est pour ça que j'aime la marche et que je propose aussi des temps de danse très organiques, mais aussi du pétrissage de pain, de la cuisine, de manger avec les mains. C'est aussi revenir au sens pour retrouver le sens de ses priorités, le sens de sa vie, le sens de passer de je fais pour les autres, je fais pour mes enfants, je fais pour mes clients, je fais pour la société, à je fais avec les autres depuis mon centre, exact. Depuis mon mouvement. Eh, dis donc, on y va tous. Allez, il va falloir qu'on se prenne d'autres rendez-vous, Estelle, je pense. Parce que tu vois, la conversation n'est pas terminée. Non, mais on va leur demander d'aller marcher, tu vois, parce que autrement, ils vont rester sur leur coussin. Pour aller plus loin encore dans l'inconnu et le lâcher prise, je suis en train d'organiser un trek destination inconnue. Un seul point de départ. All right. Parce qu'en fait, quelle est l'expérience qu'on vit? Tu vois, là, l'expérience dans le désert, c'est l'expérience du silence, du dépouillement et de l'inconnu. Mais il y a aussi l'expérience vraiment de l'inconnu encore plus grand. Alors, donc de la confiance encore plus grande. Je l'emmène dans mon petit sac cabine, tu vois. Qu'est-ce que tu m'autorises, Estelle? Non, je vais le maillot. Non, pas le maillot, d'accord. Ah non, il y aura une liste, tu vois, ce sera un point de rendez-vous, une liste de matériel. Et je sens que ça te fout le frisson déjà. Ok. C'est fou. En tout cas, c'est mon expertise. Moi, je sais que je suis devenue experte. Je suis experte de la traversée de l'inconnu. Ok. J'accompagne les femmes à apprendre à traverser leur inconnu et à traverser l'inconfort, à faire avec ce qui est. J'adore. Ouais, moi aussi, j'adore. Un sac cabine. Tu peux rajouter ça. Avec un sac cabine, les filles. Un sac cabine. Oh, j'adore. Et alors, comment on rentre, on découvre, où est-ce que je vais, en fait, Estelle? Pour découvrir cet univers-là? Mais attends, ce qui ne fait que grandir, jour après jour. Ouais, ça c'est une évidence. Il y a plusieurs espaces. Le premier, c'est un cercle, comme un type de membership, dans lequel chaque mois je propose des pratiques, des inspirations, des chemins inspirants aussi, des pratiques pour se relier à ses sens, à son corps,
Et l'idée, en fait, et il y a un atelier mensuel de 2 heures en ligne où vraiment, voilà, on va danser, on va écrire, on va explorer. Je guide des voyages de l'âme. Voilà, il y a vraiment une exploration. La beauté de ce cercle mensuel, c'est qu'on peut le suivre par mois ou par saison pour vraiment aller au plus profond de nos propres saisons. Et c'est un espace qui est pour les humains et les humaines. Il n'est pas un cercle de business, il n'est pas un cercle pour les mères, il n'est pas un cercle pour toutes les casquettes que l'on prend, il est un cercle pour les humains qui viennent avec ce qu'ils vivent dans l'instant. Et l'idée, c'est de décomplexer ou de décomplexer un peu, de sortir du il faut, de la paire, du ci, du là. C'est ok, juste, je viens, le plaisir de prendre du temps pour soi et en même temps la puissance de l'exploration sans enjeu, sans pression, sans chiffres, sans rythme. Il y a une personne qui était là au mois de février qui a perdu son papa. Son papa est décédé et en fait, il n'arrivait pas à se lancer dans les ateliers que je proposais. Et en fait, il a dit, je vais juste être là et je vais écrire. Et en fait, ça a tout changé. Il m'envoie un message pour me dire, je me sens mieux, je me sens plus apaisée. C'est comme si, en fait, avoir été là, avec ce que j'ai, ce que je vis, eh bien, ça suffisait. Et du coup, ce membership, c'est aussi ça, en fait, juste lâcher les attentes, lâcher les besoins, juste venir, explorer, prendre du temps pour soi, rencontrer cette part d'humanité en soi. Donc ça, c'est le premier espace qui est accessible en ligne. Le deuxième espace, c'est un espace que moi, je réserve en cabinet. C'est en thérapie manuelle. Donc ça, c'est en Auvergne. Donc c'est un travail tout autour de l'ostéo émotionnel. Donc accompagner cette posture d'être et cette posture physique. Tous les traumas physiques ou émotionnels, en fait, j'ai des gens qui viennent pour me dire j'ai mal au dos et d'autres pour me dire je viens de me séparer et j'arrive pas à traverser la séparation. Donc c'est vraiment voilà, je viens avec une problématique. L'autre espace dans lequel on peut travailler avec moi, c'est le 1 et le 1-1 en constellation systémique. Et donc ça, c'est en ligne. Ça s'appelle Émancipation épique. Ah, j'adore. Et donc là, l'idée, c'est j'ai un projet de vie, j'ai un projet de cœur, j'ai aussi envie, par exemple, de mieux vivre une partie de ma vie. Et donc, on va venir explorer tous les systèmes et tout ce qui est sous-jacent, toute la partie immergée de l'iceberg pour pouvoir avancer avec ancrage et confiance, pour intégrer de plus en plus cette sécurité à l'intérieur de soi, pour oser ces grands projets, pour éviter de construire des châteaux de cartes qui, au moindre tremblement de terre, s'effondrent, s'envolent et ancrer ses racines. Tu vois, c'est pas j'ai des petites racines et là il y a du vide, c'est venir prendre conscience de tout ça, venir travailler ces terres pour que les racines de nos projets, elles aillent en profondeur dans notre essence de vie. Donc c'est vraiment un accompagnement très en profondeur pour tous les projets qui soient entrepreneuriaux, artistiques, sportifs, de vie. J'adore j'adore aussi cet espace-là. J'ai encore 2 espaces. L'espace suivant, c'est les treks et voyages intérieurs, entre 5 et 8 jours, en France et au Maroc pour le moment, et dans les destinations inconnues qui vont venir. Et ces treks-là, il y a un cercle d'ouverture, un cercle de fermeture, il y a l'aventure. C'est pas 8 jours, c'est une longue aventure. Et le dernier espace, c'est les masterminds immersifs. 5 jours, constellation systémique sur les projets de chacun, sur les grands archétypes, parce que l'idée, en fait, c'est de sortir du petit maman, papa, mon papa, ma maman, mon frère, ma sœur, et d'aller sur l'archétype du père, l'archétype de la mère, qui aussi nous permet d'intégrer nos propres archétypes. Et mastermind, donc, à la fois travail autour des constellations, de la danse et de temps en nature. Au cœur des éléments pour aérer le cerveau, pour pouvoir intégrer en fait. C'est avoir des sas pour intégrer le travail et pouvoir le cheminer sur quelque chose qui est de plus en plus intégré. Je crois que je t'ai fait
Oui. Le cercle de l'espace, s'il y a un dernier espace dans lequel on peut me rejoindre, ce sont mes livres. Yes. Ce sont mes livres, mes illustrations. Je déborde de créativité et j'ai appris à choisir, à prioriser. Je suis sortie de l'urgence de j'aurais pas assez d'une vie et donc faut que je fasse vite. Et en fait, je priorise et tu vois, j'ai un oracle dans ma tête, j'ai un podcast dans ma tête, j'ai plein de choses. Et en même temps, aujourd'hui, je me sens vraiment sereine parce que j'ai compris que chaque idée nourrissait le projet en cours et qu'à un moment, eh bien, si c'était son chemin, elle viendrait. Tu vois, elle viendrait. Ouais. Et que le prochain grand projet qui va sortir, c'est le prochain livre au mois de juin qui sera édité par les éditions Très Daniel. Ouais. Il y a déjà mon premier livre qui est en disponibilité sur Amazon et sur mon site. Voilà, ça c'est l'univers. C'est le mouvement des humains en marche. Exactement. Je te remercie énormément, Estelle. C'était un vrai plaisir d'entendre, d'écouter cette vibration, ta fréquence, de me faire découvrir mon voyage aussi intérieur. C'est très précieux. N'hésitez pas de côté à nommer en privé, à partager en public ce que vous avez vécu à travers cet échange, Mystère Live, cet échange. Je te remercie énormément, Estelle. Je te souhaite une magnifique journée. Merci beaucoup. Aurélie, je rajoute une petite chose si tu me permets. Tu vois, c'était mon premier live. Et c'était mon premier live. Ce qui est beau par rapport à il y a peut-être 1 ou 2 ans, parce que moi la manifestation physique elle vient très vite. C'est la transpiration, la chaleur, et je note que je transpire un peu, mais pas tant que ça. Donc déjà je vois mon chemin parcouru. La deuxième chose, et c'est une invitation. Merci d'avoir précisé. Si vous avez des questions, les envoyer à Aurélie, me les envoyer à moi et je vous répondrai avec plaisir parce que j'adore l'interaction et je suis une femme nomade et reliée. Et il y a une chose la dernière invitation que je voudrais faire, c'est que on commence à vieillir quand on ne vit plus de première fois. Alors je vous invite à vivre de nombreuses premières fois, qu'elles soient petites ou grandes, et celle-ci en était une. Alors merci beaucoup de m'avoir permis celle-ci. Merci énormément. À très vite. Ciao. Bye bye.